Sahel. Alors, pour ce président Mbandakani, comment est-ce que vous comprenez cette situation qui finalement semble être récurrente? On l'a vu, le Mali hier, le Burkina, le Niger aujourd'hui. Et s'il est vrai que cela est établi, les tentatives du Mali, par exemple, aux Nations Unies, n'ont pas donné grand-chose aujourd'hui. Que peuvent les autorités de Niamey à l'heure qu'il est? Non, d'abord, il faut rappeler que je n'entrevois pas quelque chose. Je constate simplement que ce que nous avons commencé à dire il y a 13 ans. Je répète, il y a 13 ans. Je répète encore, je fais comme notre petit frère du Mali, le vice-président, le vice-premier ministre qui a assuré l'intérim de Chogal Malga, Abdoulaye, il s'appelle Maïga. Vous vous rappelez qui a 13 ans? Vous le dites avec enfant. Je répète comme lui. Oui. Voilà. Il y a 13 ans, nous disions sur ce plateau ce que les États sont en train de confirmer simplement. Donc, je n'entrevois rien. Je prends acte de ce que il y a aujourd'hui, il y a, comment on appelle ça, c'est-à-dire que nous avons été, les chefs d'État nous retrouvent à ce niveau de problématisation de la question terroriste. Il faut comprendre que si les chefs d'État arrivent à ce niveau, oui, c'est que la coupe est plus que pleine. La coupe est plus que pleine. Oui. Bon, je commence à préciser ça. Donc, nous avons depuis très longtemps dit que c'est la France, ce sont les États-Unis, c'est l'Union européenne, c'est l'OTAN qui crée, organise, finance, planifie le terrorisme. Et les terroristes. Parce que c'est pas la même chose qu'on dit dit le terrorisme comme ça en l'air. C'est-à-dire que le terrorisme, c'est l'action posée par les terroristes. Elle est pensée, elle est conçue, elle est planifiée. Et les terroristes agissent conformément au plan. Ils agissent à un niveau, peut-être le niveau le plus opérationnel. Mais le terrorisme est conçu, pensé, planifié et élaboré. Nous avons dit qui en sont les planificateurs. Je répète encore, c'est la France, c'est l'Union européenne, ce sont les États-Unis, c'est l'OTAN. Bon, maintenant que les instances officielles de pays africains, les États africains portent plainte à l'ONU, avec preuve à l'appui. Pour nous, le débat là, il est clos. Mais il faut continuer à faire de la pédagogie pour que le dernier Africain, même s'il refuse de faire le combat en connaissance de cause, mais que sa conscience soit agitée par le fait qu'il a compris, il a l'information. Et il va assumer le fait que, ayant toutes les informations, il a refusé de se prononcer, de prendre position. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je partirai d'une argumentation générale. Argumentation générale qui n'est pas très éloignée de ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Ce que je voudrais préciser, et là c'est peut-être le seul point de divergence, pas de désaccord, de divergence que j'aurai avec le professeur Diarra, qu'on sait où on va, les gens savent où ils vont, les gens ont une vision claire des enjeux. Pas tous les Africains, certainement. Il y en a qui n'auront jamais cette vision. Achille Mbembe va même avoir cette vision-là. Et sa cohorte de mercenaires intellectuels, de mercenaires universitaires, ils n'auront jamais cette vision. Pourquoi Mais ils ont choisi leur camp. Ce sont des mercenaires universitaires. Ce sont des ennemis du continent africain. Achille Mbembe travaille ouvertement pour le compte de M. Macron. Lui et Sakamaïra, Nabucco, Felminsa, les Zenzou, il y a toute une cohorte comme ça de petits mercenaires, des gens universitaires qui sont au service. C'est vous qui le dites. Hein. Je le dis, c'est un fait. Mais M. Macron appelle qui est son conseiller? Mais il le dit dans ses discours devant les diplomates. Tu dis que c'est moi qui dis comment? Je ne dis pas là. Il y a un moment où il faut. Ce que je dis là est déontologique, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Rassurez-vous, le sein ne va pas vous inquiéter. Ce que je dis là, Macron dit ça dans ses discours. Son conseiller, c'est Achille Mbembe. Et il travaille avec les Felminsa. Ils ont une bande là avec laquelle ils travaillent. Ils n'auront jamais la vision aussi parce que ce n'est pas leur. Ils ne peuvent pas avoir cette vision. Hein? Ça, c'est la vision de ceux qui aiment l'Afrique, qui veulent libérer l'Afrique. Ça s'appelle la vision panafricaniste. Cette vision-là est claire. Et c'est ce qui nous guide depuis 13 ans. Donc je rassure le professeur Diarra. Ça nous guide. Nous, c'est clair, on sait où on va avec ça. Voilà. Simplement, il fallait travailler pour qu'une certaine masse critique arrive à un certain niveau. Qu'il y ait une certaine masse critique arrive à un certain niveau. On y est. Sinon, il n'y aurait pas l'Alliance du Sahel.
Sinon, vous n'écouterez pas ce qui se passe à l'ONU. Vous allez y revenir. Sinon, on pourra parler comme ça. Sinon, ce média n'allait pas tenir 13 ans. Donc, il y a des avancées sérieuses dans le combat. Il faut que dans tout ce que nous disons, on intègre ça. C'est important. Même pour notre plaisir. Et voir que les choses avancent. Un combattant qui lutte doit être content de dire j'ai avancé ici, j'ai avancé comme ça. Sinon, il ne peut pas. Il va encore avancer comment? S'il ne connaît pas lui-même examiner et enregistrer et compter ces avancées. Donc, je partirai d'une argumentation générale qui est que la question du terrorisme est basée, du moins du point de vue de l'analyse, de la construction des récits, que ce soit au niveau mondial. Le récit sur la question tel qu'il a été construit, imposé, parce que je voudrais vous rappeler que tous les arsenaux soi-disant juridiques pour lutter contre le terrorisme ont été pensés au niveau global, au niveau de l'ONU par exemple, mais qui est en première ligne? Il y a un problème. Si les États-Unis sont en première ligne du combat contre le terrorisme, si c'est l'ONU, la France, l'OTAN, qui vient s'asseoir et dépose les bases et les termes généraux de la question du terrorisme, il y a un problème. Nous sommes tous des malades. Il y a un problème, ça ne va pas. C'est ce que j'appelle la ruse de l'Occident, qui est basée sur quelque chose de fondamental, à savoir l'amputation de la mémoire historique du monde. L'amputation de la mémoire historique du monde. Et je vais démontrer ça rapidement, avant de revenir sur des éléments factuels. Précisément sur la question du Niger, les accusations du Niger. Oui. Les nouvelles générations qui les écoutent, ceux qui sont plus jeunes, peuvent croire que le terrorisme commence au Mali. Ça commence au Niger. Non. C'est ce que j'appelle l'amputation de la mémoire. Un jeune homme qui a 20 ans, qui a 15 ans, qui a 17 ans, quand il nous écoute, il peut croire que l'affaire a commencé comme ça. Et il est plus réceptif maintenant à la propagande criminelle des terroristes, des États terroristes occidentaux, qui vont faire croire qu'ils vont développer un présentisme là et amputer, n'est-ce pas, la transmission de la mémoire pour que les nouvelles générations comprennent que la question est plus fondamentale qu'on ne veut nous le présenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, historiquement, la constellation qu'on appelle l'Occident, son trait caractéristique majeur, c'est la terreur. Mais si vous ne dites pas ça, vous êtes en train de fausser l'analyse. Est-ce qu'il y a un continent qui a été aussi terrorisant, terroriste, que la constellation qu'on appelle l'Occident? Je dis bien la constellation, la civilisation qu'on appelle l'Occident. Pour s'épancher dans le monde, au niveau planétaire, quels ont été les moyens qui ont été utilisés pour ça? On a utilisé la colonisation. Les terres, les mers, les montagnes, les forêts et les êtres humains. Ça se traduit, ce que j'ai dit, les sous-sols, etc. Ça se traduit par des génocides, des ethnocides, des massacres de masse et des guerres. Des affrontements obligatoires. Et des guerres. C'est-à-dire que, colonisation française. oui, le traitement du ventre des femmes. C'est pas nous qui écrivons. Les chercheurs français ont écrit des livres sur la question du ventre de la femme pendant la colonisation. C'est grave. Alors, monsieur Sédic, si les ethnocides, les génocides, les massacres de masse, les guerres, pour ne citer que ça ne relève pas du terrorisme, c'est la terreur. C'est la terreur sur les populations civiles. Et c'est ce qu'on appelait indigènes, n'étaient pas des civils. C'était des civils, les gens restent chez eux, vous débarquez, vous commencez à les massacrer en masse. Les Indiens n'étaient pas des civils. Pourquoi que les Indiens n'étaient pas des civils? Ils viennent me dire que non, mettre sur les populations civiles, utiliser les armes militaires contre les populations civiles. Voilà comment on catégorise ça maintenant, dans le traité international sur la question. C'est pour ça que c'est important. Et là, le professeur Diawara a raison, on partage ça totalement. La guerre, c'est aussi la guerre au niveau de la déconstruction. Il a dit ça. Moi, j'ai aimé ce mot qu'il a employé. Vous voyez très bien que si vous prenez pour base les tests là, actuellement là, les arsenaux juridiques là, au niveau international, qui traitent la question du terrorisme, vous êtes hors de la plaque. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que l'ONU est incapable de traiter la question. Elle est incapable. Elle est incapable. Parce qu'elle est dans le game, comme on dit. Elle est dans le game. Elle est au cœur du terrorisme. L'ONU. En tant que système, l'ONU. Donc, la manière dont l'Occident a colonisé le monde, s'est emparé du monde, de la planète, c'est fait sur la modalité du terrorisme le plus absolu. Donc,
Président Mbandaka, c'est ce que vient de dire d'ailleurs un téléspectateur, ils sont très nombreux à nous regarder. Merci, très cher monsieur, qui dit, il prenait la parole d'un ancien président français qui disait que l'Occident est violent. Je dis que son thème majeur, j'allais dire son essence, c'est le terrorisme. La terreur. Si on ne parle pas de ce principe, on ne sait pas de quoi est-ce qu'on parle. On joue le jeu. Parce que justement, dans la construction, dans l'élaboration des arsenaux juridiques, des cadres juridiques pour gérer la question, ils prennent ils ont le meilleur rôle. C'est eux qui désignent ce qui est terroriste et ce qui ne l'est pas. Attention. Et c'est eux qui qualifient le terrorisme, qui qualifient les actes et qui les punissent. Il y a là un... Et qui les mettent en place au départ. Non, je suis en train de dire au niveau du cadre, le traitement de la question. Et ça permet que, quand un jeune Africain écoute ça, regarde tout ça, même ceux qui vont apprendre les sciences juridiques, le droit international, tout ce cadre international-là, quand il sort de là, sur la question, il est désarmé pour analyser la situation du Niger, pour analyser la situation du Mali. Parce que le test, c'est quoi? Il est basé sur les tests à partir duquel il va agir, c'est quoi? Ce sont les tests écrits par le terroriste en chef. C'est-à-dire le continent qui a pour trait majeur le terrorisme. Et que pour commencer à aborder la question, il faut mettre l'Occident au tribunal. Il faut le juger. Il faut le juger d'abord. Donc, il a conquis toute la planète par des méthodes terroristes. Et ce qui est grave, c'est quoi? C'est que justement, à un moment donné, on s'aperçoit que vous allez voir que subitement cet Occident-là crée au niveau international tout un arsenal pour juger ce qu'ils appellent les crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que la notion de crime contre l'humanité, l'Occident s'approprie ça et devient celui qui protège l'humanité contre les crimes. C'est ça la CPI. Il faut que vous compreniez le renversement que ça signifie. Le renversement en termes historiques, en termes moraux, en termes juridiques, en termes politiques, en termes géopolitiques, en termes géomilitaires, le fait que le grand bandit, c'est-à-dire que dans un quartier, le grand bandit qu'on doit arrêter, c'est maintenant lui qui crée le tribunal pour juger les voleurs, alors que le vol commence avec lui et qu'on doit l'arrêter d'abord. On le met en prison. S'il faut trancher sa tête, on traîne sa tête. Bon, c'est lui qui crée, qui initie le vol et l'organise dans le monde. C'est de cela qu'il s'agit. Vous regardez le fait que les gens, un matin, vous dit que la CPI existe. Qui est derrière? Nous allons traquer les crimes contre l'humanité. À partir de ce moment-là, le maintien de l'ordre devient crime contre l'humanité. Parce qu'il faut aller au fond des choses. Hein. Et le maintien de l'ordre. Chez eux, quand ils maintiennent l'ordre, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Et Macron peut ébogner tous les gilets jaunes. Ce n'est pas un crime contre l'humanité. Quand on crie trop, l'ONU fait un petit communiqué, la commission de l'ONU fait un communiqué. Terminé. Je vous ai démontré ici, en convoquant la Convention européenne des droits de l'homme, article 1 ou 2, allez lire, tape un peu là, tu vas lire. Comment on reconnaît le droit à un État de tuer pour maintenir l'ordre. Il dit que c'est fondamental. En cas d'émeute, seulement, il n'y a pas de guerre, en cas d'émeute, l'État dit il faut tuer. C'est dans la Convention européenne. Mais quand un pays africain est dans le maintien de l'ordre, veut réprimer une émeute, mais qu'est-ce qu'on vous dit? Le président là devient justement un criminel contre l'humanité. Au point qu'on peut le traîner à la CPI. Vous voyez comment on criminalise même, dans le sens, l'acte de gouverner. Exactement ceux qui le font. Ils sont en première ligne dans les mentalités des gens que nous, ils protègent les droits de l'homme. Ils sont les défenseurs des droits de l'homme. Donc on ne peut plus les juger pour les crimes qu'ils commettent tous les jours. On ne peut pas les juger. La CPI, cela est illustré par le cas du président Gbagbo. La France, les États-Unis, l'ONU, la CEDEAO, l'Union européenne organisent le terrorisme en Côte d'Ivoire. Ils massacrent des milliers de gens. On ramasse le président Gbagbo, on le déporte à la CPI, on le passe au tribunal. C'est-à-dire que du coup, on ne parle pas du rôle de la France, des Nations Unies, de l'ONU, l'Union européenne, on ne parle pas de ça. Du rôle de leur valet, M. Ouattara. On ne parle pas de ça. Au point de l'innocenté après Gbagbo, on dit que non. Il n'a commis aucun crime, aucune faute. Mais on clôt le débat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mort en Côte d'Ivoire. Gbagbo est libre, il n'y a plus de mort en Côte d'Ivoire. Le dossier est éteint. Mais on est dans les affaires de moins 5 000 morts, monsieur. Il dit au moins 5 000 morts.
Je laisse les atrocités. Quand on dit mort, c'est facile. Les femmes enceintes, on les a égorgées, on sort le feu, qui sont manches. Des massacres terribles en Côte d'Ivoire. C'est grave ce que vous dites là. Des femmes égorgées avec des fœtus concours. Est-ce que j'ai dit, c'est un fait, non? Ce sont des faits. Je vais vous montrer comment ces gars-là sont des terroristes. C'est-à-dire que le conglomérat des gens qui parlent, dit, M. Macron, M. Trudeau, Biden, Sarkozy, ce sont des terroristes, des criminels les plus absolus. Donc c'est eux qui ont créé ce tribunal pour se passer pour des personnes d'une grandeur morale qui ne peuvent pas tuer et que les tueurs sont ailleurs. Gbagbo est un tueur. Oui. Vous savez ce que ça veut dire de créer un tribunal international pour juger les crimes contre l'humanité. Vous créez le tribunal. C'est vous qui mettez les procureurs. C'est vous qui mettez les procureurs là-dedans. C'est vous qui financez tout et tout. Vous nommez la procureure. Elle choisit les témoins elle-même. Elle va chercher les témoins. Elle dit aux témoins que votre rôle c'est devenu charger Gbagbo. Les témoins arrivent dans Gbagbo devant tout le monde. Ils disent que non, il n'a rien fait. Mais le peuple vous a amené pour dire qu'il a fait. Oui, on nous a amené pour dire qu'il a fait. Mais maintenant devant lui, nous disons qu'il n'a rien fait. Mais ça passe comme ça. Mais c'est grave. Ça démontre que les gens là, le crime est tellement grave que même les tribunaux qui créent pour juger le crime contre l'humanité se retournent contre eux. Tellement le sang des innocents crie contre eux matin, midi, soir. Monsieur Abakar Sidik. Pareil pour ce que nous appelons le droit de l'homisme. Nous appelons ça comme ça. Nous ne disons pas défendre le droit de l'homme, nous disons droit de l'homisme. Nous distinguons ça des droits de l'homme. Ils disent que la défense de ces droits, c'est leur valeur. Maintenant, ils poursuivent Poutine. Puisque Poutine, ça dit que, bon, la CPI ne peut pas arrêter Poutine, tout le monde connaît. Il n'a aucun moyen de l'arrêter. Mais c'est la guerre, c'est la guerre mentale, c'est la guerre de l'opinion, c'est la conquête des têtes. Il faut à tout prix mettre dans l'opinion des Européens, des Occidentaux, que Poutine c'est un tueur. Et matin, midi, soir, des bandits de la CPI, une bande de dégénérés comme ça, osent le matin s'asseoir, dire qu'ils vont arrêter Poutine, que Poutine a tué contre l'humanité. Dernièrement, c'est toujours les médias, New York Times, dernièrement là. C'est la question des marchés où, qu'est-ce qu'on disait là, Kenya, Poutine, en Ukraine. Oui. Il vient d'innocenter Poutine, non? Vous voyez, des gens comme ça, ça dit que c'est comme ça, c'est comme ça qu'ils se comportent toujours. La question, que signifie, vous avez la question du développement des armes stratégiques. Quel est le continent qui a développé les armes stratégiques au niveau où on est arrivé aujourd'hui? Je rappelle qu'une arme stratégique, c'est une arme qui peut tuer des centaines de milliers de personnes. En un temps record. Je dis au moins ça. Au moins ça, en un temps record. Et que la décision est prise par quelqu'un qu'on appelle le chef de l'État du pays qui le détient. C'est-à-dire que quand ça soit dans sa chambre, il doit décider de la mort de millions de personnes à travers une arme stratégique. Ça s'appelle quoi? Une seule bombe. Non, c'est la bonté divine. Mais c'est de la terreur. C'est de la terreur de masse. C'est une terreur inqualifiable. Nous parlons, c'est votre thème, hein? Terrorisme. Donc, le développement des armes stratégiques a été élevé au niveau où on est arrivé aujourd'hui par qui? Qui le détient dans le monde? Vous voyez bien, quel est le pays africain qui détient une seule arme stratégique? C'est au moins un seul pays africain qui détient une seule arme stratégique. La détention de ces armes-là, on dit c'est la dissuasion. On dit c'est la dissuasion. On dit c'est pas la terreur. Oh, pourtant ça a été utilisé pendant les 2 guerres mondiales, l'arme nucléaire, pour des raisons injustifiées, par un État voyou qu'on appelle les États-Unis. Ils ont déclenché les armes nucléaires contre le Japon, 2 villes du Japon, alors que la guerre était finie. Il s'appelle Eisenhower. Il est tranquille dans sa tombe. On dit non. C'est de l'action stratégique. C'est des armes de dissuasion. C'est de la terreur, monsieur. C'est de la terreur. Quand quelques hommes possèdent les armes stratégiques, ceux qui n'ont pas sont obligés de faire quoi? À genoux. Mais merci, à genoux. Ça s'appelle la terreur. Ils ne peuvent pas s'exprimer, ils peuvent rien dire, ils se taisent. Parce que si tu parles, on déclenche une arme contre toi. Donc tu préfères ne pas parler pour ne pas en recevoir. C'est un monde ça, hein? Ça c'est un monde. De pareils gens vont vous parler de droit international, ils vous parlent de lutte contre le terrorisme, vous devez parler avec eux. Nous on est là pour tout dire qu'ils sont des criminels, des assassins de masse. Le temps viendra, nous répondons. On va couper la tête comme on l'a fait avec Hitler. Le temps là va venir, c'est même plus loin. Nous, on n'est pas ici pour jouer. C'est pas exagéré ça, président Mbandakani. Bon, prenez comme vous voulez. Je dis que ça va se faire. Prenez comme vous voulez. Comme on dit au quartier, je m'en fous. Je m'en fous. Parce qu'on a peur d'eux. Ça va arriver.
Vous croyez qu'on va laisser un monde comme ça où Macron s'assoit, Trudeau s'assoit, Biden, et cela font les élites intellectuelles françaises, toute l'élite européenne, occidentale, dont les leçons du monde entier se présentent en garant de l'humanité. On peut accepter ça dans le monde aussi? Non. Monsieur Ante vous dit, on va couper leur tête. Ils vont répondre de leurs actes. Et cela font les hyènes, répondant de ses actes. Cette sorcière répondant de ses actes. Je pense que c'est très bien dit ainsi, que tout le monde doit rendre compte quand même de ses actes. À cette allure, vous allez m'apprendre à utiliser certains mots. Hein. Non, mais vous allez utiliser des mots à ma place. À cette allure, c'est pas ça, président Badakani. Vous allez entrer dans ma bouche, me donner les mots. Mais ça va être compliqué pour vous de le faire. La justice est pour tout le monde de toute façon. Bon, je peux vous rassurer donc, ce que j'ai dit là, ne vous inquiétez pas, la déontologie est garantie. Vous n'avez aucun effet déontologique. Bon, tout ce que je dis là, il peut prouver. Mon entier c'est que c'est vrai. Issoula Mfande n'a pas fait signer les contrats pour les vaccins en Europe. Je ne vais pas parler de la qualité des vaccins, ni le contrat. Tout le monde sait que même Al Capone aurait fait mieux en termes de signature de contrat. Al Capone vivant aurait signé un contrat plus transparent que cette chose-là qu'on appelle Issoula Mfande. Président Badakani. Je dis que Al Capone vivant l'aurait fait. Elle a fait pire. C'est-à-dire que les gens ont signé le contrat au Parlement de l'Union européenne avec des noircis partout, des pages entières noircies. On a enlevé ça à la lecture des parlementaires européens, monsieur. Maintenant, on connaît l'état de ces vaccins. Ces vaccins, ce sont des vaccins tueurs. Alors, vous appelez ça quoi? Et madame, et danse, quel domaine africain danse, dit nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs humaines à défendre. Vous voulez qu'on continue à jouer ce jeu-là? On ne va pas jouer ce jeu-là, monsieur. On doit appeler chat. Et un chat qui dit qu'il n'est pas un chat, qui dit qu'il est en même temps lion et chat, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Vous avez la militarisation des relations internationales. Ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? Militarisation veut dire les Américains ont des bases militaires secrètes que personne ne connaît dans des pays. Ça vous fait quoi? Dans un monde organisé, c'est quoi une base militaire secrète? C'est que l'Amérique vous dit que monsieur, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Oui, monsieur. Base militaire secrète. Vous avez l'extraterritorialité militaire. C'est-à-dire que les Américains peuvent décider que le territoire de tel pays, c'est un territoire américain, sans demander l'avis de ce pays-là. C'est-à-dire que le président américain s'assoit et décide que le territoire là, à partir d'aujourd'hui, c'est un territoire américain. On va aller agir là-bas. M. Macron, président, a prétendu que les bases françaises au Mali, c'est des territoires, comment dire, protégés. Entre guillemets, il a écrit. Mais vous êtes gentil. Vous l'appelez la séquence, IBK paie à son nom, que sa famille masquée, si on l'évoque ça à sa mémoire, mais c'est un titre illustratif ici. Ouais. Monsieur Macron est arrivé au Mali. Il a d'abord atterri où? À Gao. À Gao. Il a dit à monsieur IBK paie à son nom, viens ici, c'est ici que je vais te trouver ici. Chacun sait ce que ça veut dire en matière diplomatique. Ouattara même a signé un décret récemment, un accord avec la France faisant du 43e Bima un territoire français. Ne parlez plus de ce type, son cas dans l'histoire, c'est un cas spécial. Nous allons réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour avoir un gars comme ça. Tout continue à parler que Dieu nous disait. Dieu demande qu'on ne se plaigne pas trop de lui. Non, nous demandons en toute humilité que le bon Dieu, notre Père, non. Il faut que nous voulons savoir ce qu'on a fait pour ne plus faire ça, pour qu'un gars comme ça, comme Ouattara, soit un Africain, ait la peau noire et devienne président de la Côte d'Ivoire. C'est une question qu'il faut approfondir, sinon on n'aura pas les solutions. Vous avez l'occupation militaire de l'Afrique. Oui. C'est quoi? C'est pas de la terreur, monsieur? C'est pas de la terreur, ça? C'est du terrorisme. Nations Unies. C'est du terrorisme. D'autant plus que toutes ces bases-là, les chefs d'État africains n'ont rien à dire à propos. Hein. Ils ne savent même pas comment c'est organisé. Non, ils n'ont rien à dire. La France a 9 bases militaires au Tchad. Le président du Tchad n'a rien à dire. Un matin, les avions suivent son territoire, ça va, ça descend. Il n'a rien à dire. Il regarde. Il n'a rien à dire. Et non, le Lomban, c'est une affaire des Tchadiens, pour les Tchadiens. Or, c'est une affaire de toute l'Afrique. Donc, voilà, je vous démontre que le trait majeur de notre monde, c'est le terrorisme. La question est celle-ci. Dites-moi donc par quelle magie des États qui ont passé leur vie à faire ça et qui continuent à le faire deviennent des États qui luttent contre le terrorisme. Par quelle magie? Maintenant, de manière factuelle, je vous donne quelques éléments sur le Mali. Prenons le cas de la France. Un pays comme la France a rasé plus d'une centaine de villages dans mon pays, le Cameroun. Ça s'appelle quoi? Terrorisme. La communion des saints.
C'est le terrorisme. C'était la communion des saints. C'est-à-dire que venir raser dans un pays qui ne t'a rien fait, ou que tu es venu occuper de manière illégale, alors qu'on peut de l'ONU, tu as transformé un territoire sous tutelle et ce mandat en colonie. Et tu as rasé plus d'une centaine de villages là-bas. Vous voyez le nombre de morts qu'il y a eu là-bas? Bombardou en Napalm. Non, mais ils versaient de l'eau sur les gens, certainement. C'était une opération, ils allaient verser de l'eau sur les gens. Ça, c'est quoi? C'est pas de la terreur? On est à combien de présidents africains assassinés par la France? 192. Vous dites combien, Charlie? Près de 200. Comment ça? Mais si on parle de la colonisation. De 1960 à aujourd'hui, nous sommes à plus de... Combien de présidents la France a... Bon, je pense à partir de 1960. Ça va atteindre 30 bientôt. Vous savez ce que veut dire tuer un président à la tête d'un pays? J'aime toujours imaginer ça en disant, si on avait tué De Gaulle, la France existerait? Non. Après, c'est dit. Si on avait tué De Gaulle, puisque De Gaulle c'est leur dieu, tous les politiciens français, de droite ou de gauche, de l'extrême droite à l'extrême gauche, même les centristes disent que De Gaulle c'est Dieu, c'est le plus grand homme politique de la France. Bon, si on avait tué De Gaulle, si quand De Gaulle était venu ici en 1945 en montant, il est venu ici là complètement en guenille, il n'y avait rien, il était tout mince. S'il venait ici et nos parents l'empoisonnaient en silence, comme l'on fait Moumié tout à l'heure, pour ceux qui ont cité Ernest Ouandjé, Moumié a été empoisonné par M. Bechtel, colonel de l'armée française, qui s'est déguisé en journaliste. Un journaliste. Imaginez-vous que nous on ait tué De Gaulle en ce temps-là. Et la France aujourd'hui, puisque la France doit tout à De Gaulle d'après eux. Mais la France s'est organisée à nous assassiner tous les présidents patriotes. Près de 30 depuis 1960. 1960. Ça s'appelle quoi? Près de 30 chefs d'État. Ça s'appelle quoi? Du terrorisme. Je vous donne un autre fait factuel maintenant. N'est-ce pas le type qu'on appelle président de la France là? Macron. Non, le petit criminel. Petit criminel. Petit criminel. Surtout ne fasse pas le journaliste. Je pense que vous venez le débat, président. Je pense que vous venez vous parler du président de la France. Je pense que vous venez l'appeler le président de la France. On avance réellement dans l'émission. Gbagbo était président. Bien entendu, de la Côte Quand d'Ivoire. on l'a déporté, il était président. Quand on l'a sorti de son palais, on l'a déshabillé. Il était président. C'est un fait, président. Bon, ceux qui l'ont fait aujourd'hui, ils sont où? Ils reconnaissent que c'est la France qui était derrière, non? Je ne vais pas citer le nom. Il ne faut pas énerver certaines personnes. On se comprend, n'est-ce pas? Gbagbo était président. Sankara était président. Ils étaient tous présidents. Kadhafi était président. Saddam Hussein. Kadhafi, bon, c'est pas moi qui pose la question, d'accord, mais je le fais à toute pédagogique. Ils étaient présidents. Il était président. On ne peut pas le renier. Vous savez ce que le type qu'on appelle Sarkozy, qui a aujourd'hui un bracelet électronique, parce qu'il n'est plus qu'un délinquant. Tout le monde a vu. Il a dit en plein journal, à TF1, sans publicité, que Kadhafi, comment on peut le comparer à Kadhafi, un drogué, un assassin, en plein journal. Vous n'avez pas suivi les journalistes à LCI vous demander qu'il faut assassiner Poutine? Ouais. Joe Biden n'a-t-il pas appelé à Monde Vision Poutine un boucher? Mais quand ils font ça, qu'il a fait un cours de déontologie, qu'il les arrête. Non mais président Mbandakane, c'est parce qu'ils ont dit que nous allons aussi le dire. Bon. Et c'est une bonne façon de Nous sommes dans la réciprocité. Moi je le dis pas. Écoutez, non. oui. Alors moi je le dis pas. Parce que Ce sont des mauvais exemples là. Ils sont des mauvais exemples. Non. Ce sont des exemples pédagogiques. Tout l'Occident Ce sont des exemples pédagogiques. Tout ce qu'il dit de l'Occident, c'est la vérité, virgule. C'est la vérité, virgule. Ce n'est que la vérité, point. Ok. Oui, allez-y, Tu vois de son âge, il me donne l'onction. Oui. Allez-y, président Mbandakane. Maintenant, plus grave. Oui. Joe Biden le dit, vous savez qu'il n'est pas normal, non, Joe Biden. Il tombe tous les temps, il s'égare, il est malade. En tout cas, il commence à être fatigué de la tête. Quand il me dit ça, on m'a dit que je l'insulte. Il s'égare devant les gens. Non, je ne sais pas son âge. Très bien. Je parle de sa sérénité. D'autant qu'il donne les leçons. On ne parle pas de son âge. On peut avoir 100 intellectuels. Non, ces techniciens écrivent les papiers, il lit, président. Même quand il a fini de lire, il est devant les gens, il tombe, il s'égare, il dit qu'un homme c'est une femme, il dit que Washington c'est la Biélorussie, machin, c'est ce qu'il dit tous les jours. C'est pas qu'on le dit, ça te passe à mon deux visions. Un type comme ça appelle Poutine boucher, il n'a aucun argument pour le focal. Oui, aucun. Bon, moi j'appelle Macron criminel. J'ai 1 milliard d'éléments. Votre problème c'est quoi?
Parce que alors je suis en train de parler, en train de tuer. Alors je parle. Les gens qui meurent au Mali là, qui organisent ça. Vous parlez seulement de ça. Tous les gens qui en France meurent de vaccin machin là, c'est qui? C'est qui? Vous le trouvez là pour le juger. Mais il tue tous les jours. Je dis que c'est un petit criminel. Petit parce qu'en plus, il est une espèce dont il faut chercher l'identité. Quand quelqu'un va dans les écoles, dit aux enfants qu'à 4 ans, qu'il faut la sodomie et une bonne chose. La masturbation. Vous parlez de quoi là? À la maternelle. Vous me demandez moi de venir ici, être poli avec les films pornographiques à la maternelle. Les Africains sont polis, nous sommes élégants. Je suis très poli. Ça, c'est le vrai. Je suis très poli. C'est indéniable aux Africains. Je suis très poli. Nous savons nous adresser. Je suis très poli, ça, monsieur. c'est propre aux Africains. Je suis très poli. Allons nous parlons. Oui, vous l'êtes ça, c'est vrai. Alors nous parlons. Oui, nous ne faisons pas comme les Français. Parce que quand on tue les Africains, les Français se taisent. Ils disent qu'on est en train de tuer les animaux. Quand il y a un conflit dans un pays que la France organise, on envoie les gens les chercher, ils s'en vont tous. Ils sont contents parce qu'ils sont exceptionnels. Nous, on est solidaires de l'humanité. Oui. À l'heure actuelle, les Français pleurent partout parce qu'on est en train de sexualiser les enfants à partir de la maternelle. C'est-à-dire qu'à la maternelle, un enfant vient en classe, 2 enfants sont à l'école, il y a une fillette et il y a un garçonnet. Je dis bien garçonnet, ils ne sont pas encore des garçons. Vous savez qu'on apprend en classe? Il se déshabille, la fille se déshabille. La maîtresse ou le maître dit au garçon, va toucher les parties intimes de la fille, de la fillette, et on dit à la fillette d'aller toucher les parties intimes du garçonnet. Mais ce sont des êtres humains, ça. Hein? Ce sont des êtres humains, ça. Et quelqu'un, président de la France, il assume ça. C'est ce qu'il passe son temps à enseigner, à encourager. Notre monde est malade. Dans un monde normal, personne ne parle avec Macron. On l'isole. C'est pas un animal. Mais l'animal est mieux que lui. L'animal est mieux que M. Macron. Dans un monde sérieux, on les met tous hors. Personne ne parle avec Trudeau. Avec Isla Follet. Ils encouragent ces choses, ils enseignent ça dans leurs écoles. Ils sont en train d'encourager ça, la pédophilie primaire. C'est pas le terrorisme, ça? C'est pas la terreur? Vous savez ce que c'est pas la tête des enfants? Rentrer à la maison, les enfants sont traumatisés à vie. Quand la terreur va jusqu'à attaquer les enfants de 3 ans. Mais écoutez, monsieur Chilik, moi je vous donne un fait maintenant. Oui, n'est pas ce criminel a dit devant tout le monde ici, là, il n'y a pas longtemps, devant l'ambassadeur, que sans la FRA, il n'y aurait plus de Mali, il n'y aurait plus de Burkina Faso, il n'y aurait pas de Niger. Il a même dit que nous sommes chez les fous là. Il fait le cinéma. On est chez les fous là. Moi je vous donne quelques chiffres. Là. Voici l'aide de la France au Mali. Écoutez bien. 10 212 milliards ont été payés par les Maliens à Barkhane. Il y a la MINUSMA au nom de la sécurité. Donc, voilà l'aide. Voilà l'aide. Je dis bien 10 212 milliards. Je n'ai pas dit 100 milliards. Hein. Je dis 10 212 milliards ont été payés par les Maliens à Barkhane et à la MINUSMA. Pendant tout ce moment-là, ils disaient qu'ils sont en train d'aider le Mali. Oui. Et quand on évalue toutes les dépenses avec la MINUSMA, toutes ces dépenses-là, depuis plus de 10 ans, on est à, écoutez bien, 100 212 milliards de francs CFA ont été engloutis par cette opération au bilan, chacun connaît. Sans compter l'extraction frauduleuse des métaux précieux du Mali. Et la pollution et la pollution de l'espace. Et quelqu'un vient se tenir avec sa veste et ses yeux et sa tête que tout le monde voyait. Il dit vraiment, on était là pour aider le Mali. On les a aidés. Voilà l'aide, monsieur. Ça s'appelle quoi? Vous appelez ça quoi? C'est pas du terrorisme, ça? Alors, vous êtes donc surpris que le Niger, après le Mali, vienne accuser la France de financer et d'amener les terroristes en Afrique? Mais le professeur Diarra l'a dit. C'est un constat. Mais moi, je vais plus loin. Notre monde est malade. S'il faut encore aujourd'hui constater, aller devant l'ONU, lui présenter les faits, et l'ONU refuse de voir ça, le débat n'est même plus à ce niveau. Le débat s'est même dépassé. Notre monde est malade. L'Occident, non. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où je rejoins le professeur Diarra à ce moment-là. Oui. Il y a un point. C'est-à-dire que, mais quand nous voulons parler avec l'Occident, là, comment on parle avec les gens comme ça? Comment on peut parler? Est-ce qu'il est possible que... Vous pouvez parler avec un chien? Vous pouvez parler avec un animal? Le dialogue est impossible entre vous deux. Avec qui voulons-nous parler?
Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, demande de donner un discours à l'ONU. Vous l'avez suivi. Il est revenu sur la question. Pourquoi est-ce que la présence de dossier n'est pas ouvert à l'ONU? Pourquoi ce n'est pas ouvert? Ça s'appelle du terrorisme. Refuser d'investiguer sur Des crimes. des éléments de preuve rassemblés par un État sur un sujet aussi grave, alors qu'on est prompt à déporter des innocents dans le machin des criminels qu'on appelle la CPI. Il passe 10 ans. 10 ans. À la fin, je parle du président Babou Blé Goudé, pas l'indemnisation. On refuse de reconnaître le préjudice. On dit, on ne parle même pas de ça. Il faut trouver un autre nom pour qualifier ces choses-là. D'accord. Merci à vous, président Mbanda Kani. On va Charlie,